Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors pas mal de choses à commenter cette semaine, entre autres différents indicateurs et puis quelques propos aussi qui nous viennent des États-Unis. Il faut quand même prendre des nouvelles de Solvay aussi et puis rester bien jusqu'au bout puisque Guy, vous nous partagerez quelques actions à suivre. Pour commencer donc, on va revenir sur les indicateurs PMI européens. Oui, le PMI composite, donc pour rappel, le composite, c'est celui qui allie les services et l'industrie, celui qu'on appelle manufacturier. Il est revenu en territoire positif à 50,3 au mois de mars. C'est un peu symbolique, mais enfin, plus que 50, c'est une expansion économique, comme chacun sait. On vient de 49,20 en février, donc un gros point de plus. Ça n'est pas vilain du tout, c'est un soulagement. La première estimation se situait d'ailleurs à 49,9, donc on est passé à 50. C'est une petite différence, mais psychologiquement, c'est une grosse différence. Remarquons qu'on est évidemment beaucoup plus haut que le plus bas d'octobre dernier à 46,5. On n'est pas encore au niveau d'il y a un an. En avril de l'année passée, on était à 54 et ça a chuté ensuite fortement en été, en automne. Enfin bon, voilà. On est à un peu plus de 50, c'est bien. Remarquons tout de même que c'est grâce aux services qui continuent à bien se comporter. On est à 51,5 pour les services en Europe, contre 50,2 en février. Donc quand même un gros chouïa de plus. On reste loin du sommet d'avril l'an dernier, bien entendu aussi, à 56. Et le sommet récent, de dernières années, c'est 60, en été 21. On en est encore loin, mais ça va un petit peu mieux. Alors par contre, du côté manufacturier, le bulletin n'est pas aussi bon. Mais non, là, vraiment, le secteur manufacturier, donc industriel, reste en panne en Europe. Franchement, en mars... Alors, c'est intéressant de relever que si on regarde la première ligne, si je puis dire, de l'annonce, en mars, on est à 46,1, donc sensiblement en dessous de 50, donc on est en régression économique. Oui, c'est mieux que la première estimation. Il y a toujours une première estimation et puis ensuite le chiffre plus ou moins définitif. Première estimation, 45,7. 46,1, c'est mieux. Oui, mais en réalité, cette première estimation était très basse et on est en baisse par rapport à février. Février, 46,5 et les attentes, 47. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'amélioration ces derniers mois. Au contraire, on continue de régresser. On relèvera d'ailleurs qu'on est au-dessus du minimum de l'an dernier, mais très loin du maximum de 21 ici, encore plus que pour les services. On était à 63,4. L'industrie avait beaucoup plus rebondi que les services après le Covid. C'est vraiment l'industrie qui a dopé la conjoncture. Donc, depuis lors, on dégringole. On va dire que la dégringolade est un peu stoppée ces derniers mois, mais sans plus, ça n'est pas terrible du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse des taux ? Comme nous l'a dit, comme ça a été envisagé du côté des États-Unis ? Mais ici, disons que la conjoncture est trop faible. De toute façon, bon, il n'y a pas de handicap pour point de vue économique à la baisse des taux. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'avec une conjoncture aussi faible, il n'y a pas de danger d'inflation de ce point de vue-là. C'est une très maigre consolation. Mais enfin, on va dire que c'est une petite consolation quand même. Et donc du côté des États-Unis, on l'a entendu vendredi dernier, cette remarque d'un haut dignitaire de la Fed, qui expliquait qu'en fait, tout bien réfléchi, en tout cas de son point de vue, puisque c'est jamais que le sien, il n'y aurait pas du tout de baisse des taux en 2024. Il faudrait attendre 2025. Ça n'a pas fait plaisir au marché d'ailleurs. Mais non, disons que le marché forcément restait déjà un peu sur le souvenir de cette inflation qui a un petit peu augmenté le mois dernier aux États-Unis. Bon, pas grave, 0,1%. Mais enfin, en principe, on s'attend à ce qu'elle baisse et on veut qu'elle baisse. Donc, un peu une contrariété, on va dire. Création d'emplois, fin de semaine dernière, supérieure aux attentes. Oui, mais alors, on s'est dit, oui, mais c'est pas si grave parce que le taux de chômage a augmenté. Bon, oui, bon, soit. Et puis alors, ce bonhomme-là, on va pas retenir son nom, n'est-ce pas, cet oiseau de malheur, mais qui sort un truc du style, effectivement, tout compte fait, la baisse de taux, pourquoi vraiment, c'est pas évident du tout.
Tout le monde s'est dit, en d'autres termes, avec quoi il vient celui-là, mais ça a fait mauvaise impression, évidemment. Et au fond, au total de tout ceci, les déclarations sont contradictoires, les indicateurs sont contradictoires. C'est pas étonnant que les bourses passent du vert au rouge comme ça d'un jour à l'autre. C'est d'habitude le cas, mais cette fois-ci, honnêtement, on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Ou alors les raisons changent d'un jour à l'autre. Donc voilà, on est dans le brouillard, il faut bien le dire. Alors, retour chez nous. On parlait de Solvay il y a 15 jours et aujourd'hui, l'action fait quand même preuve d'une belle dynamique depuis. Mais oui, depuis absolument. Osons dire qu'on n'a quand même pas eu tort d'épingler Solvay il y a 15 jours et surtout, on l'avait déjà épinglé en décembre et recommandé. Mais alors, il y a 15 jours, souvenez-vous, j'avais évoqué ce cher monsieur Einhorn, information publique depuis quelques jours. Il a acquis une participation de un peu plus de 5% dans Solvay. Et finalement, le marché n'avait pas vraiment réagi, à mon grand étonnement, et à l'étonnement d'autres sans doute aussi. Et une semaine plus tard, la semaine dernière, crac, tout à coup, ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr, ce cher investisseur brillant a acquis une grosse participation, Solvay est une valeur merveilleuse. Jeudi dernier, en cours de séance, ce titre grimpait de plus de 7%, ce qui sort quand même un peu de l'ordinaire pour un titre d'une certaine importance. Petite baisse ensuite, de nouveau une hausse en début de cette semaine, suite, semble-t-il, à un avis de Citi, qui est neutre pour les deux. Neutre sur Syensqo, avec un objectif de cours de 91, c'est très proche du cours du moment, et neutre sur Solvay, mais avec un objectif de cours qui est porté de 24 à 29 euros. C'est assez proche du cours du moment aussi, mais enfin, quand on hausse ainsi son objectif de cours, c'est signe qu'on y croit. Et le marché s'est dit, bon sang, je vais alors m'y mettre également. Et Solvay a repris du poil de la bête après une petite faiblesse. On est assez content d'avoir épinglé Solvay en décembre. Le cours a grimpé de 40% depuis lors. Ça n'est pas vilain. Osons dire qu'on n'est pas vendeur, mais qu'on n'est peut-être plus acheteur d'urgence à ce cours-ci quand même. Oui, on a peut-être un peu raté le train si on n'y était pas encore. Si on n'était pas encore, peut-être bien quand même, oui. Alors, on va parler d'une autre tendance de marché, et c'est vrai qu'on l'entend régulièrement. Les métaux, en l'occurrence l'or, qui n'arrête pas de battre des records. Il y a quelques actions à recommander dans ces métaux, pas nécessairement l'or. Mais non, nous avions recommandé Pan American Silver, Newmont Mining aussi en décembre, et là jusqu'ici c'est pas tout à fait ça. Par contre, Pan American Silver, après nous avoir donné des frayeurs, a bien rebondi. Nous pensions que cette valeur, donc c'est un producteur d'argent comme son nom l'indique, mais d'or également, les deux sont souvent liés. Nous pensions que le cours avait atteint un point bas en décembre, mais hélas non, il a rechuté lourdement en février, moins 20%. Oui, oui, oui. Mais alors depuis lors, non. Depuis lors, ça va. Il est en hausse de presque 50% depuis lors. Il a grimpé de 5% sur la journée en ce début de semaine. Et le résultat, c'est que, ouf, on est dans le vert, plus 10% depuis le début de l'année. L'honneur est sauf, et même largement. Rappelons en deux mots que nous avions recommandé cette valeur parce qu'on croit à la hausse des métaux précieux. On n'est pas les seuls. Les matières premières en général et les métaux précieux en particulier sont dans le haut du classement des recommandations chez pas mal d'analystes et de stratèges et de gestionnaires. Et nous attendions plus particulièrement de la part de Pan American Silver, une entreprise canadienne et non pas états-unienne, fortement investie en Amérique latine. Nous attendions donc un doublement de production d'argent cette année et une augmentation aussi de moitié, disons, de la production d'or, une baisse des coûts, donc des marges plus élevées et donc un rapport cours-bénéfice qui va automatiquement régresser. Disons que pour un risque moyen, mais un cours volatile, ne l'oublions jamais, cette valeur, là, nous sommes toujours dignes d'achat. Franchement, elle se présente bien et elle devrait encore bien performer. Alors, il y a quand même une autre action qu'il faut peut-être regarder un petit peu, être attentif, c'est UCB. Oui, UCB, là aussi, ça se passe pas mal ces dernières semaines. Les actionnaires et les investisseurs sont récompensés, osons le dire, de leur grande patience des dernières années. C'est une action qui avait chuté au printemps 2022, qui avait rechuté très fortement à la fin de l'an dernier. C'est une action qui avait atteint un plancher de 65 € à peine en automne dernier donc. Elle a bien rebondi depuis lors, elle a frôlé les 120 €, voici une semaine et demie à peu près.
Alors, la cause de tout cela serait-ce les résultats de 2023? Non, pas vraiment en tant que tel. En 2 mots, chiffre d'affaires moins 5%. A priori, c'est jamais bon signe, mais, comme on l'a déjà constaté dans d'autres entreprises, le reste est positif. Le REBITDA est plus 7%. Alors, le REBITDA, c'est un peu barbare. Tout le monde connaît l'EBITDA, le cash flow brut d'exploitation ou résultat brut d'exploitation. Mais plusieurs entreprises, dont UCB donc, utilisent la notion de REBITDA. C'est tout simplement l'EBITDA récurrent. Donc il est un peu retravaillé pour éliminer des éléments exceptionnels qui ne se représenteront pas l'année prochaine notamment. Donc plus 7%, et la marge d'exploitation a grimpé de 3%, ce qui est très positif évidemment, à 25,7%. C'est une belle marge. Donc c'est pas vilain, mais ce n'est pas ça qui a fait grimper le cours aussi fort. Ça ne suffirait pas quand même. Vous vous doutez que ma question va être qu'est-ce qui fait donc monter ce cours? Eh bien, et vous vous doutez que je vais vous répondre. J'espère bien. Mais il s'agit des nouveaux médicaments, en fait. Et là, ça se présente pas trop mal. Après de grosses craintes, j'y arrive. Avant de parler des nouveaux médicaments, il faut dire un mot des anciens, parce que c'est ça là qui fait toute la différence. Le remède vedette du CB, c'est le Cimzia. Il représente 40% des ventes. Donc, c'est le pilier de cette entreprise. Or, le Cimzia voit son premier brevet, il y en a toujours plusieurs suivant les contrées, voit son premier brevet tomber cette année-ci. A priori, donc, c'est très négatif. Heureusement, on n'a jusqu'ici pas aperçu de générique qui prendrait le relais. N'empêche, c'est pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse en dire. D'autres médicaments du CB sont en repli. Le Keppra, qui est fort important aussi, 600 millions de ventes l'an dernier, mais moins 13%. Quant au Vimpat, il s'est effondré, moins 2/3 l'année passée. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, il était vraiment important et relativement urgent qu'UCB trouve des relais de croissance, comme on dit, donc de nouveaux remèdes. Alors me direz-vous, oui, mais on a déjà parlé de ça l'automne dernier, ce fameux Binzelx qui avait fait chuter le cours. C'est vrai que la bonne nouvelle en cachait provisoirement, semble-t-il, heureusement, une mauvaise. Les États-Unis ont dit oui, ok, vous avez le droit de commercialiser ces médicaments aux États-Unis, mais n'oubliez pas de faire part des contre-indications. Et parmi celles-ci, il y avait danger de tendance suicidaire. Alors, vous vous souvenez qu'on avait évoqué ça en octobre dernier. C'est difficile à faire passer. C'est très difficile à faire passer, effectivement. Ça a provoqué un petit vent de panique, y compris sur le cours, tombé très bas, donc à 65 euros en novembre. Était-ce une occasion d'achat? Oui, ça semblait quand même un peu excessif. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a des échos plutôt positifs. Ce Bimzelx, qui est déjà en vente ailleurs, notamment en Europe, mais 148 millions l'an dernier, c'est pas ça qui va remplacer le Cimzia. Mais avec les États-Unis, ça pourrait donner beaucoup plus, on en espère beaucoup plus. Et maintenant, il est bien accueilli. Les gens ne sont plus focalisés sur cette tendance suicidaire ou supposée telle. L'Evenity, anti-ostéoporose, le Bimzelx, c'est anti-psoriasis, semble également bien démarrer. Et c'est ça, en fait, qui explique vraiment que les investisseurs aient de nouveau eu confiance dans UCB et qu'ils aient fait grimper le cours à ce point-là. Alors, disons-le franchement, le cours a rebondi très violemment. Les nouveaux remèdes là, du CB semblent bien se porter, mais ça n'est qu'un début. Donc on peut dire que ce cours anticipe de manière assez logique, mais il faudrait peut-être pas aller plus loin dès à présent. Donc nous ne sommes plus acheteurs, on va dire, UCB, on conserve. À nouveau, il fallait être dans le train avant. Alors, si on doit tirer un enseignement cette semaine, je le guiderai bien, Guy, vers une chose importante que vous avez dit durant ce numéro, c'est que parfois, finalement, il ne faut pas s'arrêter à la toute première ligne. Mais non, c'est assez récurrent. Hein. C'est vrai pour les résultats d'entreprise, on l'a déjà vu. Et on pourrait le dire pour UCB aussi, hein, chiffre d'affaires moins 5%. Bon, la conjoncture n'est pas très porteuse, l'Europe est à peine en croissance, les États-Unis par contre le sont. Alors moins 5, non, on voit plus loin que c'est pas grave puisque le bénéfice a augmenté. On avait déjà rencontré ça dans d'autres entreprises. C'est ça qui est le plus important. Et évidemment, si les marges augmentent, c'est que tout va bien, soyons clairs. Et alors, c'est vrai qu'ici, j'avais signalé ça pour l'indice PMI.
manufacturiers, donc industriels de l'Europe. Quand on lit l'information brute, en mars, on est à 46,1, alors que la première estimation était à 45,7. Ah bon, c'est encore mieux que la première estimation. Ben oui, mais la première estimation marquait une forte baisse par rapport au mois précédent. Donc voilà, en réalité, on n'est pas en hausse, on est en baisse sur 2 mois. Donc la première ligne, non, ne jamais s'arrêter à la première ligne. Il faut toujours aller voir au moins la suivante et de préférence les suivantes. C'est très très important pour un investisseur. Et puis heureusement, notre ami Google regorge de toute une série d'analyses d'informations techniques pour nous aider un peu à se dépatouiller du vrai et du faux. Oui, et puis alors, notre intelligence, aidée par l'intelligence artificielle, on va faire des étincelles encore plus que d'habitude, évidemment. Eh bien, on fera un premier point des étincelles dans 15 jours. Guy, merci beaucoup Avec de nous avoir plaisir. donné tous ces conseils. Merci à vous tous pour votre fidélité. On vous donne donc bien entendu rendez-vous dans 15 jours pour plein de nouvelles et plein de bons conseils. Au revoir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Keytrade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'environnement économique général. Nous avons déjà souvent mentionné dans ce podcast que ces derniers temps, il semble évident que l'économie mondiale s'améliore, avec des indicateurs de confiance de plus en plus positifs mois après mois, ce qui laisse présager que la première moitié de 2024 devrait être, d'un point de vue macroéconomique, un bon premier semestre. Lorsqu'on sépare les données économiques entre d'une part les pays industrialisés occidentaux et d'autre part les pays émergents, c'est-à-dire les pays asiatiques et les pays émergents d'Amérique latine, il est assez frappant de constater que la dynamique économique s'accroît le plus fortement dans ces pays émergents. Et cela a amené une banque bien connue, JP Morgan, à publier dans un récent rapport une liste d'actions d'entreprises européennes qui ont une exposition en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices assez importante au marché émergent. En fait, JP Morgan fait cela assez souvent en répartissant les actions européennes dans différents paniers thématiques. Par exemple, en regroupant des entreprises qui profitent de taux d'intérêt plus élevés ou des entreprises qui profitent des prix plus élevés des matières premières ou encore des entreprises qui, au contraire, seront affectées par ces prix des matières premières plus élevés. Et donc ici, ils ont constitué un panier d'actions d'entreprises européennes ayant une forte exposition aux pays émergents et donc à l'évolution de l'économie de ces pays. Alors évidemment, il n'est pas surprenant de constater que cet ensemble, ce panier d'actions, a ces dernières années enregistré des performances beaucoup plus faibles que l'indice européen Stoxx Europe 600, qui est un indice qui regroupe les 600 plus grandes entreprises européennes. À l'échelle mondiale, on peut observer le même phénomène avec la bourse chinoise ou des indices plus larges comme le MSCI Emerging Markets. Ce sont des marchés qui ont beaucoup moins bien performé ces dernières années que l'indice MSCI World ou que les bourses européennes ou américaines. Mais, étant donné que le momentum économique dans ces pays émergents est en train de s'accélérer, certains pensent qu'après ces années de performance décevantes, un revirement pourrait se produire et que ces pays pourraient retrouver un rôle de leader sur les bourses internationales dans les années à venir. En d'autres termes, un indice MSCI marché émergent par exemple pourrait faire mieux que l'indice MSCI World. Alors regardons les actions que JP Morgan a sélectionnées pour, en tant qu'investisseur en actions européennes, profiter de la dynamique économique croissante dans les pays émergents. Nous allons citer le top 10 des 30 à 40 actions que JP Morgan a listées. Alors, les actions ayant la plus grande exposition au marché émergent sont notamment l'assureur britannique Prudential, la banque espagnole BBVA, Anglo-American, qui est un producteur de matières premières bien connu sur la bourse de Londres,
En 4e position, on trouve la société belge AB InBev, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'importance du marché mexicain et brésilien dans le chiffre d'affaires et les bénéfices d'AB InBev. Une entreprise du même secteur, donc celui des boissons, c'est Pernod Ricard. Ensuite, il y a la sélection de Rio Tinto, qui ne nous surprend pas non plus, puisqu'il s'agit d'un important producteur de matières premières. Unilever figure également dans ce top 10. La marque suisse Swatch, fabricant de montres. L'entreprise finlandaise Wärtsilä, alors peut-être moins connue des investisseurs, c'est en fait une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication industrielle de générateurs électriques et de moteurs de bateaux. Et en 10e position, MTU Aero Engine, une entreprise donc allemande active dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc voilà, si vous croyez au potentiel des pays émergents et que vous souhaitez ajouter quelques actions à votre portefeuille pour tirer profit de la reprise de l'activité économique dans ces pays émergents, eh bien vous trouverez certainement votre bonheur dans cette sélection d'actions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec cette suggestion, cette liste de suggestions d'actions et à vous donner rendez-vous dans notre prochain podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.